Il y a eu un certain nombre d'études, de travaux qui ont porté justement sur la posture du dirigeant et en particulier en contexte PME. On s'est intéressé finalement au profil des entrepreneurs, des dirigeants, et on peut faire ressortir deux principales postures et qu'on peut articuler finalement au financement. La première posture, c'est une posture entrepreneuriale qui est tournée vers la poursuite de nouvelles activités. L'enjeu ici, c'est de développer des projets centrés sur des opportunités nouvelles. Donc les enjeux sont tournés vers l'innovation, vers la prise de risque. Et ce qui va valoriser, ce qui va motiver, c'est justement la capacité à entreprendre, à développer de nouveaux business. La deuxième posture qui est très présente, là aussi dans nos territoires, qui est peut-être le centre de gravité de la PME, c'est une posture qui a été qualifiée plutôt de posture patrimoniale. L'entreprise ici, c'est quelque part une extension du dirigeant, de sa famille. Et donc, on va essayer de construire un patrimoine qu'on va essayer de valoriser en essayant, bien évidemment, notamment de limiter la prise de risque. Quand on met en perspective, finalement, ces éléments avec les éléments stratégiques, les éléments financiers, on voit bien que la posture va amener à des différences très fortes en termes de comportement. Donc clairement, la posture entrepreneuriale, c'est une posture où on l'a vu, qui est tournée vers l'innovation, la prise de risque, la proactivité. Et donc, on va essayer de mettre l'accent davantage sur le projet que finalement sur une indépendance financière. Donc ça veut dire qu'on va plutôt essayer de jouer sur les effets leviers, donc financement bancaire, ne pas hésiter à ouvrir son capital et utiliser cette ouverture du capital comme aussi un moyen de repenser sa gouvernance, d'utiliser la gouvernance comme un moyen, comme un lieu, comme un espace d'échange et de construction de sa stratégie. En revanche, dans une posture patrimoniale, on va avoir bien évidemment tendance à refermer, à recentrer son capital et donc à développer des projets qui sont peut-être des projets moins ambitieux, qui peuvent être tournés vers la croissance, mais on va privilégier, et le mot-clé serait peut-être proximité, c'est-à-dire des marchés de proximité, des financements de proximité, des relations d'affaires de proximité. Donc typiquement, par exemple, dans les stratégies de développement, l'international ne sera pas forcément une stratégie qui sera privilégiée en première intention. Elle sera plutôt de nature réactive. Alors, j'ai essayé de modéliser finalement la posture par rapport à cette question du financement. Et il m'a semblé qu'il y avait 4 variables importantes à prendre en considération. Ces variables, peut-être, elles pourront être discutées. L'ambition, et c'est intéressant parce que dans l'exécutive MBA stratégie de croissance des PME, c'est la première thématique qui est abordée. Et dans le business plan que les dirigeants ont à développer, on met l'accent sur cette dimension. Donc, dans le volet stratégique, on demande que l'ambition puisse être explicitée, qu'elle soit claire, précise et aussi efficace. 3 autres dimensions paraissent importantes et elles sont bien évidemment interreliées. C'est la question de la légitimité. Construire un projet, c'est bien évidemment lever aussi des moyens, des ressources. Et pour lever des moyens et des ressources, il faut être légitime vis-à-vis de ses parties prenantes. Sans oublier une autre dimension qui est parmi ces ressources, les ressources humaines, aux collaborateurs, notamment, sont aussi des leviers fondamentaux. Et donc la question du leadership et l'évolution du leadership dans son organisation est essentielle. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de financement, il y a des comptes à rendre d'un point de vue financier, du point de vue de sa performance, et il est impensable de ne pas faire évoluer sa posture sans intégrer des dimensions relatives à la performance. Alors la question de l'ambition, elle est fondamentale. Et ce qui est intéressant de montrer, c'est que une attitude positive vis-à-vis de la croissance et notamment de ses conséquences, relation avec ses clients, relation avec ses partenaires financiers, relation aussi avec sa propre activité. Et on voit que finalement, si la posture est positive par rapport aux questions que je viens d'énoncer, on observe une corrélation, voire une causalité avec le comportement de croissance. 39% des entrepreneurs ou dirigeants qui ont une posture plutôt négative connaissent la croissance et ce taux passe à 52% quand l'attitude est positive. Donc cette ambition, elle est importante par rapport bien évidemment aux dirigeants, mais dans ses relations avec ses partenaires. Et ça nous amène à la question de la légitimité. La croissance et la relation avec le financement, ça se prépare. Et construire une ambition, ça veut dire construire aussi une vision stratégique. Et la question, c'est comment je vais construire cette vision stratégique. Alors ici, j'ai pris quelques éléments qui permettent d'apprécier la pertinence finalement de cette vision. Il y a un modèle qu'on peut simplifier autour de ces mots-clés, SMART. La vision doit être spécifique, c'est-à-dire soyez précis dans votre formulation de votre vision. Autrement dit, votre vision stratégique, vous devez être en capacité de l'exprimer en une phrase assez courte, assez précise.
Le dernier point, c'est la temporalité, c'est-à-dire qu'elle doit être datée. Dire que je veux être leader sur mon marché, c'est bien évidemment pas suffisant. C'est quel type de positionnement, c'est quel horizon, est-ce que c'est à 18 mois, 3 ans, 5 ans? Donc bien évidemment, ça dépend de la nature du secteur. Ça suppose qu'elle soit mesurable, ça veut dire qu'elle doit être susceptible d'être traduite sous forme de KPI, c'est-à-dire d'indicateurs clés de performance. Et bien évidemment, elle doit créer une tension, mais une tension qui reste raisonnable, donc atteignable et réaliste. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être en surtension dans l'organisation, surtension bien évidemment pour le dirigeant et pour ses collaborateurs. Et donc ça nous amène à la troisième thématique importante, qui est que finalement vivre la croissance, lever des ressources, ça a un impact sur le management au quotidien de ses collaborateurs. On va être capable de surperformer, notamment lorsqu'on est capable de créer un leadership qui va générer une motivation inspirante, qui va permettre de stimuler les collaborateurs, qui va contribuer à reconnaître, à valoriser l'engagement, notamment au niveau individuel. Aujourd'hui, on voit émerger presque une rupture de paradigme. Il y a un ouvrage récent qui a été publié et qui a pour titre, un peu provocateur, « Le leadership sans ego ». L'un des principes, si vous voulez renforcer votre leadership, c'est plutôt d'avoir une approche égalitariste. C'est de vous dire que vos collaborateurs ont des aptitudes au moins équivalentes et dans certains domaines peut-être supérieures aux vôtres. Et donc ça amène à repositionner votre position dans l'organisation et à repositionner les relations que vous pouvez nouer avec vos collaborateurs. C'est-à-dire on va créer des espaces où les collaborateurs ont la capacité de saisir et d'exploiter des opportunités. Si on crée ces espaces de liberté, il va falloir quand même fixer, je dirais pas un cadre, mais au moins un dispositif de pilotage qui permette de s'assurer au quotidien, à un horizon relativement court, que la vision est incarnée, qu'elle est vécue par l'ensemble de l'équipe, mais qu'elle aboutit bien évidemment à une création de valeur. Je vais m'arrêter sur très rapidement un modèle qui est assez simple à mettre en œuvre, qui a été mis en place dans une variété d'organisations. C'est ce qu'on appelle le Balance Scorecard. Et l'intérêt de ce modèle, c'est d'arriver à une performance équilibrée. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la conception qu'on a de la performance, elle n'est plus simplement la performance pour l'actionnaire. Et donc la question, c'est de se dire finalement quelles sont les chaînes de causalité pour arriver à cette partie visible de l'iceberg de la performance financière notamment. C'est notamment de démarrer sur cet axe apprentissage-innovation qui se traduit par un développement des compétences. Aujourd'hui, dans un certain nombre d'entreprises, l'enjeu, c'est d'une part de capter des talents et surtout de les fidéliser. Et donc avoir des indicateurs qui nous permettent d'apprécier le degré de satisfaction de nos collaborateurs, leur degré d'engagement, le degré de rotation, c'est autant d'éléments qui vont contribuer à améliorer nos processus. Donc améliorer notre structure de coûts, améliorer la fiabilité, la qualité de nos produits. Et donc on voit la chaîne de causalité qui se met en place, améliorer la satisfaction de nos clients, leur degré de fidélisation. Et donc on voit que ce qui était l'aboutissement et le point de focalisation uniquement sur la performance financière ne peut que se concevoir à travers finalement cette lecture globale et équilibrée de la performance.